de monde. Les auteurs des slogans n'ayant pas été sélectionnés n'ont pas le droit de réclamer des rémunérations ni aucun autre droit. Un même candidat peut présenter plus d'un dossier. Dossier de candidature. Le dossier de candidature doit comprendre une copie de la carte d'identité nationale accompagnée d'un papier portant les coordonnées du participant, un papier portant le logo proposé tiré en couleur, un flash disque contenant le logo proposé, le lieu de dépôt des dossiers de candidature. Les dossiers doivent être soumis lors des horaires de travail au secrétariat central SIS dans les locaux de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, ILOC, bâtiment 0462. Numéro de téléphone 45 25 38 85 avenue Moulay El Hassan, Mokhtar Hassan. Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est le 7 décembre 2022 à 17h. Moritel, un monde nouveau vous appelle. Une communication, celle téléphonique ce soir, entre le président de la République et le président des Émirats arabes unis, à l'occasion donc du 51e anniversaire de l'indépendance des États arabes unis. Un lancement, celui de la 6e opération de cash transfert pour les familles, 3000 projet, ceci à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, une célébration sous la supervision de la Première Dame. Une inauguration sur le barrage de Gouina sur le fleuve Sénégal en présence du Premier ministre. C'était aujourd'hui donc près de la ville malienne d'Ahaï. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 3 décembre 2022 que nous commençons par une page diplomatique avec donc cette communication téléphonique. Ce soir, on doit voir l'infographie. Là voilà donc une communication entre M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, le président de la République, et le président de l'État des Émirats arabes unis, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Au cours de cette communication téléphonique, le président de la République a exprimé à son frère, son Altesse, les sentiments de considération et d'amitié du peuple mauritanien à l'égard de l'État des Émirats arabes unis, frères, direction et peuple. La communication téléphonique a été aussi une occasion pour l'échange des points de vue sur les moyens susceptibles de renforcer et de développer les relations de fraternité et d'amitié qui lient les deux peuples frères et d'aller de l'avant pour l'approfondissement du partenariat stratégique qui existe entre les deux pays. Les deux dirigeants ont exprimé également leur grande satisfaction du niveau auquel sont parvenus les relations bilatérales, aussi bien dans leur profondeur que dans leur diversité. Ils se sont en outre félicités de l'identité de leur vue sur les questions régionales, internationales, d'intérêt commun. Voilà donc pour cette communication téléphonique ce soir entre le président de la République et le président de l'État des Émirats arabes unis à l'occasion du 51e anniversaire de l'indépendance de ce pays. La diplomatie, nous y restons encore cette fois pour parler de la participation du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, à la 8e session du dialogue méditerranéen à Rome, la capitale italienne. Et nous revenons encore ce soir sur les discours prononcés à cette occasion par le président de la République, discours axés notamment sur la sécurité et le développement. C'est d'ailleurs le slogan de cette session, de ce dialogue qui a commencé donc hier
car il n'y a pas de développement sans sécurité. Et le président l'a bien souligné dans son discours avant de parler de la stratégie nationale adoptée par la Mauritanie dans son approche sécuritaire face donc aux multiples défis, notamment les défis du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. Les idées maîtresses de ce discours du président de la République devant la 8e session du dialogue interméditerranéen, les idées maîtresses avec Bokar Baïlaba. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a d'abord loué le rôle pionnier des dialogues méditerranéens comme cadre de concertation sur les grandes questions de sécurité et de développement. Il a ensuite rappelé que la Mauritanie n'a pas d'ouverture sur les rives de la Méditerranée, mais reste sa première vitrine sur les États sahéliens et ceux de l'Afrique subsaharienne. En ce qui concerne la grave situation sécuritaire en raison de la perturbation qui en résulte, il a souligné que cela a un impact profond sur divers aspects de la vie. Il a en outre souligné que le monde ne s'est pas encore remis complètement des répercussions catastrophiques de la pandémie de Covid-19. Dans cette optique, il a indiqué que la 8e édition des dialogues méditerranéens résume les deux principaux défis de la région, sécurité et développement. S'agissant de la stratégie de la Mauritanie face aux défis sécuritaires, le président de la République a expliqué que celle-ci s'articule sur plusieurs axes. Modernisation et renforcement des capacités de nos forces armées et de sécurité, renforcement de l'arsenal juridique pour la poursuite judiciaire des actes terroristes, tarissement des sources de financement des activités terroristes et surveillance des flux de capitaux, ainsi que la lutte contre la migration illégale. Il a précisé que cette stratégie ne se limite pas au volet sécurité et développement. Elle intègre aussi une dimension intellectuelle et idéologique. Il a indiqué que notre pays a tenu à corriger de fausses interprétations intellectuelles et religieuses, jugeant que la victoire sur le terrorisme ne sera durable que si elle est à la fois intellectuelle et sécuritaire. Parlant de la sécurité dans le monde d'aujourd'hui, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani a déclaré que celle-ci ne se limite plus à la défense de l'intégrité territoriale, mais inclut la préservation de la cohésion sociale et la sécurité des individus et des groupes. Selon lui, la sécurité n'est plus menée par chaque État indépendamment des autres, mais il s'agit d'une affaire collective internationale. Enfin, le président de la République a loué le dialogue méditerranéen en tant qu'exemple d'ouverture et d'acceptation de l'autre pour favoriser l'action collective face aux défis communs. Voilà donc synthèse du discours du président de la République devant la 8e session du dialogue méditerranéen. Un discours donc dans lequel il a souligné qu'un développement inclusif nécessite donc une sécurité enracinée et une paix durable. C'était le leitmotiv de son discours prononcé à cette occasion. Autre discours du président de la République sur lequel nous revenons encore ce soir, celui prononcé à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Discours bien accueilli à travers le pays par les citoyens. C'est ce qui ressort des témoignages que nos bureaux régionaux ont accueillis, mais aussi ici à Nouakchott. Et ce soir, nos bureaux régionaux nous ont envoyé des témoignages venant de Rosso, de Kayedi, mais aussi de Zouerat, des témoignages retravaillés en français par Yedalifal. La décision d'augmenter les salaires des fonctionnaires annoncée par le président de la République dans son discours à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance nationale continue d'occuper une part importante des discussions. À Rosso, capitale du Trarza, le personnel enseignant apprécie à sa juste valeur cette augmentation. Selon celui-ci, il s'agit d'une initiative longuement attendue et qui tombe à point nommé, vu la situation économique que traverse le monde. Pour cet autre, c'est un acte positif qui arrive à un moment important car il marque la célébration de la fête de l'indépendance nationale. Pour sa part, cette femme, ce geste restera à jamais gravé dans sa mémoire en tant que mère de famille et enseignante. Même son de cloche à Kayedi,
où ces syndicalistes estiment qu'il s'agit pour le président de la République et le gouvernement de tenir un engagement fait il y a quelque temps, ce qui, selon celui-ci, a le mérite d'être souligné et apprécié. Selon son collègue, qui est vice-président d'un syndicat, c'est une bonne initiative car elle augmente le salaire à hauteur de 20%. Pour cette femme, le président de la République a donné par ses gestes la preuve de son attachement à relever le niveau de vie des fonctionnaires. À Zouarat, ville minière, la décision du président de la République d'augmenter les salaires occupe une place particulière dans le cœur de cet enseignant qui dit ici toute sa reconnaissance, vu les conditions particulières que connaissent les enseignants et le rôle que l'État attend de leur côté. Il n'est pas le seul à avoir apprécié cette initiative, car cette femme déclare devant les caméras de la télévision de Mauritanie qu'elle n'a pas été surprise puisqu'elle savait que le président de la République avait une idée claire du coût de la vie et allait sans doute réagir en conséquence. Voilà les échos donc au discours du président de la République à l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de l'indépendance nationale. Autre célébration dans ce journal, celle de la Journée internationale des personnes handicapées. C'était aujourd'hui, 3 décembre. Une célébration donc marquée par le lancement de la 6e opération Cash Transfert au profit des milliers de familles et le lancement de 3000 projets au profit des personnes handicapées. Tout cela, c'était aujourd'hui au cours d'une cérémonie supervisée par la première dame, Dr Mariam Vardelida, à l'occasion pour elle de prononcer un discours donc, dont voici l'essentiel avec Melika Nakli. La paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant soient sur vous. J'ai le plaisir de partager avec vous la cérémonie de lancement des manifestations organisées à l'occasion de la commémoration par notre pays de la Journée internationale des personnes en situation de handicap qui a lieu le 3 décembre de chaque année. Les organisations internationales ont choisi de commémorer cette journée sous le thème « Les solutions numériques, gages de développement global », le rôle de l'innovation pour un monde idoine, juste et équitable. Ceci recoupe par excellence les aspirations et préoccupations des personnes en raison des implications quant à leur participation au développement et à l'accès aux centres de décision et des valeurs d'équité, de justice et d'égalité qu'elle incarne. Je ne saurais dans ce contexte que leur adresser mes sincères félicitations et mes vœux les plus sincères de promotion et de progrès en ce jour de fête. Je salue à ce titre toutes les associations nationales de personnes en situation de handicap pour la noble mission qu'elles mènent. Je voudrais exprimer mon appréciation à la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées à l'occasion du renouvellement de son bureau et de ses instances dans des conditions démocratiques transparentes et responsables. La politique de promotion des droits des personnes handicapées dans notre pays exige de nous tous, pouvoirs publics, associations professionnelles et associations des droits civils, d'avoir une vision et d'imaginer les solutions les plus efficaces pour affronter les obstacles socioculturels et investir dans des approches de communication plus proches d'eux et développer la législation la plus équitable pour eux. Il est également nécessaire de fournir une base de données faisant référence à leur handicap, leur répartition géographique et leur structure d'âge pour contribuer à une meilleure perception et prise de décision efficace liées à leur promotion, ainsi qu'à l'importance d'encourager les études liées aux différents domaines d'handicap. La célébration de cette fête internationale s'inscrit dans un contexte distinct où notre pays a pu réaliser des progrès qualitatifs. Et je ne peux qu'apprécier le résultat positif que le gouvernement vient d'annoncer avec ce qu'il reflète quant à la proximité et la compassion envers cette frange de notre population. Les résultats de ces efforts montrent clairement que des réalisations importantes ont été accomplies. Et une nouvelle volonté a été mise en pratique pour leur promotion dans nos pays afin d'assurer leur intégration active dans la société dans l'objectif de leur assurer une vie décente. Sur la base de ces résultats, nous pouvons nous targuer de rapprocher les services de ces personnes, de mobiliser à leur profit les ressources de l'État en termes d'assurance, de parrainage, d'octroi de salaires permanents et d'aides importantes. La législation qui est considérée comme étant à la base de toute amélioration de conditions de vie n'est pas en reste. En fait, l'ampleur et la qualité de ces progrès cumulés ou obtenus en un temps record de 3 ans et dans un contexte mondial difficile avec ses contraintes économiques, sanitaires et sécuritaires nous permettent de les qualifier de nombreux
et d'importants en raison de leur impact et leur durabilité. Mais nous croyons honnêtement qu'ils sont inférieurs à l'aspiration que notre pays a pour vous. Notre gouvernement travaille en continu et de manière intégrée pour assurer cette promotion. Je vous félicite pour votre commémoration en cette journée et je vous promets que nous serons toujours à vos côtés dans le soutien, l'assistance et le plaidoyer afin d'assurer la promotion et la participation active des personnes en situation de handicap et de leur assurer une égalité des chances et une vie décente. D'ailleurs, je ne peux qu'exprimer ma sincère gratitude aux responsables du processus politique dans notre pays lorsqu'ils se sont mis d'accord sur une démarche qualitative qui a permis d'attribuer 2 sièges aux jeunes handicapés au sein de la liste nationale des jeunes. Je vous renouvelle mes remerciements et vous annonce avec la bénédiction de Dieu le lancement des activités commémorant la Journée internationale des personnes handicapées et que la paix, la miséricorde et que les bénédictions de Dieu le Tout-Puissant soient avec nous. Et ça, c'était la traduction du discours de la Première Dame à l'occasion donc de la célébration de cette journée internationale des personnes handicapées, une célébration marquée par donc de l'argent liquide pour 10 000 familles et le lancement de 3 000 projets au profit des personnes handicapées. Tout cela s'était annoncé à l'occasion donc de cette cérémonie qui avait pour cadre le Palais des Congrès qui s'est déroulé sous la supervision de la Première Dame et en présence notamment d'une ministre conseillère à la présidence de la République et du ministre de la Santé. Cette cérémonie a été marquée par, outre le discours de la Première Dame, par plusieurs autres interventions, dont celle de la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Précision sur cette cérémonie, compte rendu donc avec Bokar Baïlaba. La cérémonie est placée sous le haut patronage de la Première Dame, Dr Maria Mohamed Vadelda. L'opération de distribution du cash transfert touche 10 000 familles démunies avec personnes en situation de handicap. Une opération couplée avec la remise de financement de 3 300 activités génératrices de revenus. Le premier niveau de ce transfert couvrira la 6e étape du programme de transfert monétaire pour une enveloppe de 300 millions d'anciennes Ouguiya et le financement de 3 000 petits projets au profit des familles vulnérables qui comprennent entre leurs membres une personne handicapée pour une valeur de 200 millions d'anciennes Ouguiya. Il a été également procédé au lancement de l'opération de transfert monétaire au profit des enfants à handicap multiple pour une enveloppe financière de 100 millions d'anciennes Ouguiya et de distribution de matériel pour permettre de surmonter les contraintes dues au handicap. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Mintitehe, a exprimé ses sincères remerciements à la Première Dame pour l'intérêt constant qu'elle accorde aux différentes manifestations de personnes handicapées. Elle a aussi félicité la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées à l'occasion du renouvellement de son bureau et de ses instances dans des conditions démocratiques et transparentes. Elle a rappelé qu'une stratégie nationale de promotion des personnes handicapées a été adoptée pour la période 2022-2030 avec tout ce qu'elle comporte de grandes orientations pour la protection et la promotion de cette catégorie sociale. Pour l'UNICEF, l'opération de distribution de transferts monétaires au profit de 10 000 familles constitue une étape supplémentaire dans le progrès de la Mauritanie en vue de se doter d'un système de protection sociale basé sur les principes d'équité et d'intégrité. Cette opération représente un pas supplémentaire pour le pays dans l'avancée pour se doter d'un système de protection sociale fondé sur les principes de l'équité et de l'inclusion, permettant aux plus vulnérables de faire face aux chocs de conjonctures difficiles, d'accéder aux services sociaux de base et de construire pour eux-mêmes et pour leurs enfants des solutions pour améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer aujourd'hui devant vous pour encourager, au nom des partenaires techniques et financiers, le gouvernement de la Mauritanie pour la revue en cours de sa stratégie nationale de protection sociale, un travail mené sous la direction conjointe de vous-même, Madame la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, et dont c'est son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Je souhaiterais vous assurer de notre appui dans ce travail.
Autre intervention, c'est celle faite par le président de la Fédération mauritanienne des associations nationales pour les personnes handicapées, l'Ahbous L'Aïd, qui s'est félicité de l'intérêt accordé aux questions intéressant les personnes handicapées. Pour rappel, la Journée internationale des personnes handicapées vise à promouvoir la compréhension des questions d'handicap et mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées. Une journée donc a été célébrée aujourd'hui, 3 décembre, sous la supervision de la Première Dame. Quant au Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, lui, il était au Mali aujourd'hui, il a regagné un début de soirée, on voit son avion, un début de soirée donc, Nouakchott, salué ici par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. Je profite donc de ces images pour vous rappeler la délégation d'accompagnement du Premier ministre au Mali. Il y avait les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Il y avait son collègue du pétrole, des mines et de l'énergie, la directrice des cabinets et des conseillers du Premier ministre. Ça, c'était son arrivée donc en début de soirée ce soir à l'aéroport international de Nouakchott Tounsi. Le Premier ministre était au Mali, précisément à Khaï, donc pour participer à la cérémonie d'inauguration du barrage hydroélectrique de Gouina, mis en œuvre par l'OMVS, un barrage qui va permettre d'assurer la production d'électricité grâce aux turbines du début du fleuve Sénégal. La cérémonie d'inauguration a été donc marquée par une intervention du Premier ministre malien par intérim. Il a apprécié les bilans positifs de l'OMVS et sa gestion participative qui profite aux États membres à travers l'utilisation optimale du travail. Et puis après l'inauguration, il y a eu d'autres interventions, notamment celle du haut commissaire de l'OMVS. Et après la cérémonie, eh bien, les 3 premiers ministres qui étaient là-bas, 4 premiers ministres, disons, il y avait les Mauritaniens, les Maliens, les Sénégalais et les Guinéens, donc les pays membres de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Après la cérémonie, ils ont coupé le ruban, donc donnant le lancement des travaux de l'action de ce barrage de Gouina. Retour à Nouakchott pour parler, donc, nous vous le disons au début de ce journal, de cette cérémonie organisée par l'ambassade. Ça, c'est le départ du Premier ministre. C'était ce matin son départ de Nouakchott pour donc Khaï, où il a participé à la cérémonie d'inauguration du barrage de Gouina. Il a été salué ici notamment par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. Ça, c'était le départ ce matin donc du Premier ministre de Nouakchott pour Khaï au Mali. Le Premier ministre qui, je le rappelle, a regagné Nouakchott en début de soirée après avoir participé à cette inauguration de ce barrage hydroélectrique de Gouina. Nous le disions au début de ce journal, cet entretien téléphonique entre le président de la République et le président de l'État des Émirats arabes unis, c'était à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Et c'était à cette occasion également l'ambassade des Émirats arabes unis a organisé hier une cérémonie, une réception donc avec présence d'une délégation gouvernementale comprenant les ministres de la Justice, de la Défense nationale, des Finances, des conseillers à la présidence de la République et au Premier ministère, des secrétaires généraux par intérim du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Et c'était l'occasion pour l'ambassadeur des Émirats arabes unis d'évaluer donc le niveau des relations entre la
Mauritanie et l'État des Émirats arabes unis. Voilà donc pour cette réception organisée par l'ambassade émirati à l'occasion du 51e anniversaire de l'indépendance de l'État des Émirats arabes unis. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal, avec donc la visite du ministre de l'élevage à Ould Sharqi et avec ces ateliers organisés par le ministère de la Justice. Donc le ministre de l'élevage poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il était aujourd'hui à Nema, la capitale de Ould Sharqi, où il a tenu une réunion avec les éleveurs de cette wilaya. Compte rendu sur cette activité du ministre de l'élevage à Nema avec notre correspondant permanent là-bas, Ba et Bieri. Compte rendu revient en français par Bokar Baïdeba. La wilaya du Ould Sharqi est par excellence une wilaya pastorale. Et un tel statut ouvre de grandes perspectives aux éleveurs et aux acteurs du domaine du pastoralisme. Et au cours de la réunion, le ministre de l'élevage, Mohamed Abdallah Edman, a cité les mesures prises dans ce domaine en termes de modernisation et de modèles de développement, d'intensification de la production de lait, de viande et de divers produits dérivés, ainsi qu'en matière de promotion de la culture fourragère et l'amélioration de la santé animale. Le ministre a indiqué que le département est résolu à créer les conditions propices au développement de l'élevage, compte tenu du principal rôle que joue ce secteur dans l'économie nationale. Prenant la parole à son tour, le maire de la commune de Nema, Sidi Mohamed Mohamedou, s'est félicité de cette rencontre qui a permis aux éleveurs de poser leurs problèmes et leur solliciter des solutions appropriées. Les interventions ont porté sur la nécessité de moderniser les productions animales, créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et booster le développement économique de la wilaya du Ould Sharqi. Voilà donc, on va terminer ce journal par cet atelier de concertation organisé par le ministère de la Justice. C'était aujourd'hui ici à Nouakchott. Coup d'envoi des travaux de cet atelier a été donné par le secrétaire général du ministère de la Justice. Compte rendu Yadali Fall. C'est à Nouakchott-Ouest que les travaux du dernier atelier des séances préparatoires des concertations régionales organisées par le ministère de la Justice ont été ouverts. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ould Aïd, a souligné l'importance de la justice comme base du développement de l'État, de la société et de l'homme. Il a indiqué que la question de la justice est devenue le plus grand défi des sociétés modernes, car c'est le seul moyen de passer en toute sécurité au développement, à la prospérité et à la construction de l'État de droit. Il a souligné que la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, repose sur sa conviction du rôle important que joue la justice dans la consolidation de l'édification de l'État et de la promotion de la démocratie. Il a ajouté que dans ce cadre, le gouvernement accorde une attention particulière au secteur de la justice et œuvre constamment à améliorer les niveaux matériels et scientifiques des ressources humaines, à mettre à jour le système juridique, à réaliser des infrastructures de base adéquates et à mettre à disposition les moyens logistiques adaptés au statut et au respect de l'autorité judiciaire. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un sondage d'opinion sur les axes évoqués dans le communiqué du Conseil des ministres relatif à l'intention du ministère de la Justice d'organiser des forums publics sur la justice le 5 janvier prochain. Et ça, c'est les derniers ateliers donc, de concertation régionale à propos justement de cette date du 5 janvier prochain. Et c'est sur cet atelier que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République félicite son homologue émirati à l'occasion du 51e anniversaire de l'indépendance de son pays. C'était au cours d'une communication téléphonique ce soir. La première dame supervise donc la célébration du
de la Journée internationale des personnes handicapées. C'était au cours d'une cérémonie aujourd'hui à Nouakchott, marquée par le lancement de la 6e opération de cash transfert et lancement de 3000 projets pour profit des personnes handicapées. Ici, nous sommes à Guina. Ce barrage hydroélectrique a été inauguré ce matin par la présence du Premier ministre et de ses collègues du Mali, du Sénégal et de la Guinée. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.